Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thierry Dudoreuil. Thierry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Thierry, je vais te le présenter en quelques secondes et puis après je te donnerai l'honneur de le faire toi-même. Mais pour nos auditeurs, déjà au départ, le sujet de cette émission, c'est la résolution de conflits. Des conflits qui peuvent être au niveau les plus hauts, comme des conflits gouvernementaux, puisque tu as travaillé dans des résolutions de paix et de conflits, on va en parler aussi, et puis des conflits en entreprise, des conflits entre les personnes, ou même entre différents gouvernements et entre différents individus, groupes plus ou moins larges. Tu es coach, médiateur, psychothérapeute, et donc spécialisé dans les traumatismes et les violences. C'est le sujet du jour, comment résoudre ces conflits, comment faire la paix entre les différentes parties, pourquoi est-ce qu'un conflit arrive, pourquoi est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'on peut sortir de ces disputes qui peuvent être très très graves souvent. Et donc, je vais te demander, comme à l'habitude, de te présenter brièvement, dire un petit peu ton parcours. Oui. Également, j'ai oublié de mentionner que tu es spécialisé en neurosciences, c'est très à la mode aujourd'hui. Et on est en contact avec les mêmes personnes, les mêmes groupes, ce qui est très intéressant. Et je te donne la parole. Alors effectivement, moi je suis arrivé à ce domaine par le conflit. J'ai passé 10 ans, enfin 20 ans à diriger des entreprises. J'ai une formation à l'origine d'école de commerce. Mais il se trouve que j'avais fait mon mémoire de master en Allemagne sur la bande à Bader, donc je crois que la question des violences m'intéressait depuis très très jeune. En entreprise, j'ai vu toute la souffrance qu'il pouvait y avoir chez les personnes. Aujourd'hui, on parle beaucoup des risques psychosociaux et du burn-out, du rust-out, un certain nombre de pathologies qui se développent en entreprise. Mais aussi, je crois qu'on ne parle pas suffisamment des conflits qui font perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent aux entreprises et qui sont à l'origine en grande partie de ces risques psychosociaux. Alors, le conflit m'a intéressé pour ça. J'ai commencé à m'y intéresser donc quand je dirigeais ces entreprises de services industriels et puis de mode, d'informatique, de sécurité informatique, différentes choses. En France, en Europe en fait et aux États-Unis. Et puis quand j'ai cédé mon entreprise aux États-Unis en 96-97, j'avais commencé à me former depuis 6-7 ans, à la fois à la médiation, et on va voir pour moi la différence qu'il y a entre la résolution de conflits et la médiation, et puis en même temps en psychothérapie en approche centrée sur la personne. Non pas que je veuille devenir psychothérapeute, je vous l'ai même surtout pas, mais parce que je considérais qu'il y avait des choses à apprendre pour travailler dans le domaine de la résolution de conflits ou de la médiation. Bien sûr, parce que la psychologie humaine intervient automatiquement dans ce genre de problématiques. Et donc, quand tu parlais, je me permets de mentionner que nous sommes aujourd'hui en plein dans un conflit social avec les grèves et les syndicats. Est-ce que tu es impliqué dans cette résolution de ce conflit-là? Non, je dirais qu'il y a des types. Moi, je suis vraiment un passionné de médiation et je pense qu'on confond souvent médiation et résolution de problèmes. Okay. En fait, l'origine de la résolution, qu'on appelle résolution de conflit aujourd'hui, c'est plus de la résolution de problèmes. Ça vient du travail d'un chercheur soviétique qui, en 1947, un jeune ingénieur qui avait 22 ans, a inventé la méthode TRIZ. TRIZ, ça veut dire méthode de résolution, méthode technique de résolution de conflits. En réalité, c'est une technique de résolution, de problèmes. C'est une technique de résolution de problèmes qui est très utilisée dans la high-tech pour, fabriquer un moteur de fusée, etc. Et ça met en œuvre à la fois toutes les questions techniques de méthodologie, de réflexion sur les problèmes à résoudre, et en même temps, ça prend en compte un certain nombre d'aspects de comportement humain dans ces types de situations. Mais, on a eu tendance à penser que c'était suffisant pour résoudre des conflits. En réalité, c'est suffisant pour résoudre des problèmes.
La grosse différence entre un problème et un conflit, c'est qu'un conflit, il y a de l'affect en plus, il y a des émotions. Dans un problème, deux ingénieurs qui discutent pour savoir s'il faut faire un moteur à alésage supercarré ou à course longue, franchement, il n'y a pas d'affect, sauf si on prend toujours la décision de l'un, et enfin on prend toujours le parti de l'un et jamais celui de l'autre. À ce moment-là, ça peut devenir un conflit. C'est ça. Voilà. Donc le conflit devient quelque chose qui est personnel. Exactement. Et qui est personnalisé par rapport à de l'ego, souvent. Oui, de l'ego, des représentations, de l'idéologie, des questions de valeur, des problèmes financiers éventuellement. Ça devient un problème personnel et donc il faut s'occuper de la personne, des personnes, plutôt que de s'occuper du problème. C'est ça. Et donc comment on démarre en fait? Alors comment on va parler du problème, résolution du problème ou résolution du conflit plutôt? Enfin, moi je pense que les méthodes dites de résolution de problème, elles vont très bien pour les résolutions de problèmes, Exactement. mais on a tendance à vouloir les appliquer à des résolutions de conflits, Oui. et c'est ce qu'on voit, c'est pour ça que je reviens à ta question initiale, c'est pour ça que dans les résolutions de conflits, par exemple entre gouvernements, entre États, on utilise des méthodes qui ne sont pas appropriées. Je ne dis pas qu'on arriverait à faire de la médiation parce qu'il y a des enjeux, qui sont assez lourds, mais en tout cas, c'est sûr qu'avec les méthodes qu'on utilise, on ne peut pas y arriver. J'ai vécu ça moi au Kosovo, j'ai vécu ça en Macédoine, j'ai vécu ça en Bosnie. Les méthodes, j'ai été appelé comme expert après pour auditer les outils utilisés. Et évidemment, ça marche pas parce que c'est pas des outils appropriés. Ils sont centrés sur le problème et dans un conflit, il faut se centrer sur les personnes. D'où mon intérêt pour l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers. C'est ça. Et donc Carl Rogers, qu'est-ce qu'il a fait? Alors Rogers, à l'origine, c'est un psychologue clinicien américain qui a inventé, si on peut dire, enfin qui a découvert lors d'un travail qu'il faisait avec un enfant qui avait des gros problèmes, que en fait l'enfant ne progressait que quand Carl Rogers parlait avec la maman, donc sans contrat de psycho, simplement il se contentait de l'écouter. Et il en a conclu qu'en fait, les gens avaient juste besoin d'être écoutés, mais l'écouter vraiment. Et il a défini les conditions, en fait, le climat de l'écoute. Donc il dit d'abord la congruence, c'est-à-dire à la fois l'authenticité de la personne qui est dans la relation d'aide, l'authenticité, mais en même temps l'adéquation. Si quelqu'un m'énerve, je ne vais pas lui dire qu'il m'énerve, mais je vais peut-être lui dire que j'ai besoin de faire une pause. Voilà. La deuxième condition, et c'est seulement la deuxième, c'est l'acceptation inconditionnelle de la réalité de l'autre. C'est-à-dire, c'est comme ça. La réalité est celle-ci, je ne peux rien y faire. Et la troisième condition, c'est l'empathie. Donc la capacité à percevoir comme si c'était moi ce que l'autre ressent, ou en tout cas croire que je perçois ce que l'autre ressent, mais en même temps en défusionnant, c'est-à-dire en faisant bien la distinction de ce qui vient de moi et de ce qui vient de l'autre. Tu parles par rapport au médiateur ici, ou par rapport à l'autre partie? Je parle par rapport oui, le médiateur, le point de vue du médiateur. L'autre partie, il fait ce qu'il veut. Il peut même se mettre en colère. Enfin, les personnes en conflit peuvent se mettre en colère. Et la seule interdiction, je dirais, dans une rencontre de médiation, c'est de se taper dessus. D'accord. Voilà. Quand je présidais le centre de médiation du parquet de Paris, on faisait à peu près 1500 médiations par an. Je crois que depuis 1984, il y a eu 2 cas de passage à l'acte. Or, c'était des médiations pénales, donc des gens qui avaient déjà commis des violences ou qui étaient susceptibles d'en commettre, à peu près dans un tiers des cas. Alors, je rebondis sur cette histoire du parquet. En quoi ton rôle est différent de celui de l'arbitrage, entre guillemets, d'un tribunal, d'un juge qui va juger et qui va faire aussi la résolution d'un conflit en justice? Et est-ce que, parce que là, apparemment, donc la justice t'appelle aussi pour faire la médiation? Oui, ça a été le cas. Je ne fais plus de médiation pénale, mais ça a été le cas jusqu'à il y a encore une quinzaine d'années. Okay. En fait, le procureur peut décider soit de transmettre... Alors, quand on dépose une plainte, on peut déposer une plainte soit au commissariat, soit auprès du procureur de la République directement, soit auprès du doyen des juges d'instruction, soit encore une quatrième voie qui est la possibilité de faire une citation directe à comparaître, c'est-à-dire qu'on va au greffe du tribunal, on demande quand il y a des audiences pour les citations directes et on dit « je cite monsieur un tel à comparaître tel jour à telle heure ». Okay. Voilà. Bon, c'est généralement pour des petites affaires. Voilà.
Alors ensuite, le procureur a la possibilité, quand il reçoit les plaintes du commissariat, il lit aussi un peu les mains courantes, mais quand il reçoit les plaintes du commissariat, il a la possibilité de transmettre directement à un juge qui va juger de l'affaire, de demander un complément d'enquête à la police et de transmettre à un juge d'instruction. Et il a la possibilité de choisir ce qu'on appelle la troisième voie, c'est-à-dire qui comprend 7 variantes différentes, dont la médiation. Conciliation, médiation, réparation spontanée, enfin, etc. Ouais, je vois. Voilà. Donc la médiation n'est qu'un petit morceau, je dirais un petit bout de cette troisième voie. Sachant que même à l'issue d'une médiation qui s'est terminée favorablement, c'est-à-dire que le plaignant a retiré sa plainte, le procureur garde l'opportunité des poursuites. Il peut dire ça me satisfait pas, je poursuis. Je l'ai jamais vu. D'accord, je vois. Donc c'est l'option de la justice. C'est l'option de la justice. Que la justice pénale. C'est ça. La justice pénale. C'est voilà. ça, c'est ça. Ouais. Mais par contre, il y a aussi, par exemple, entre deux entreprises, deux groupes, je pense que sont assez conséquents, qui décident de ne pas aller en justice et de faire appel à tes services. C'est ça? Oui. Alors pourquoi et pourquoi pas? Alors, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que la singularité de la médiation, c'est que ce sont les personnes elles-mêmes qui vont décider de la solution. Et le travail du médiateur, c'est un peu comme dans Tintin et le Lotus Bleu. Vous savez, il y a un moment, le fou dit à Tintin, je vais vous couper la tête, là où cela dit, il faut vous couper la tête. Le travail du médiateur, c'est de se couper la tête. C'est-à-dire que de ne pas rechercher lui-même de solution, mais en revanche d'être totalement présent et totalement à l'écoute, totalement dans le mouvement et l'énergie des personnes qui sont là. Et son travail, c'est de faire en sorte de faire miroir auprès des personnes, d'essayer de leur restituer ce qu'ils croient percevoir de leur état émotionnel. C'est-à-dire vraiment de se centrer sur les personnes, sur ce qu'elles sont en train de vivre en réévoquant la situation du conflit, et ensuite de tirer le fil doucement, de susciter en fait leur questionnement intérieur sur les ressorts qui ont pu les amener à être en conflit. En réalité, la médiation n'est pas la médiation d'un conflit, c'est l'accompagnement simultané des deux médiations intérieures, chacune des parties, chacun dans sa difficulté, soit à propos du problème, soit dans la relation avec l'autre. Donc en fait, c'est un processus que j'appelle de métamédiation, c'est la médiation des médiations. Mais le médiateur, il n'a qu'un rôle extrêmement léger. Quand une personne va dans une direction, on le suit, c'est un peu le marquage à la culotte au football, mais sans tenir la culotte et sans le retenir, quoi. Mais on est vraiment collé au c'est le travail du coach qui n'est pas là pour conseiller, mais pour trouver les ressources et les solutions que le client va apporter lui-même. Oui, c'est ça. C'est ça. Je dirais que l'avantage en fait du processus de médiation sur un accompagnement individuel, c'est que il y a la partie adverse en face, qui dès que on va avancer dans une direction, va s'opposer, va en fait pousser l'autre dans ses retranchements et du coup le pousser, si le médiateur fait bien son travail, le pousser dans une réflexion encore plus approfondie. Et du coup, je trouve que le processus de médiation, quand il y a quelqu'un il vient me voir pour un coaching et il évoque une difficulté relationnelle avec un collaborateur, un collègue, etc. Je vais toujours lui conseiller de faire une médiation parce que ça va beaucoup plus vite. Oui, c'est ça. De communiquer en tout cas. Et puis surtout, on fait travailler les deux en même temps. Oui. Et puis le but, c'est l'écoute de l'autre. Lorsqu'on a écouté ses besoins et les besoins des deux, on arrive beaucoup mieux à résoudre le conflit parce que sinon on n'est pas au courant. En fait, c'est un peu comme c'est une thérapie de couple. C'est exactement ça. C'est un peu comme une thérapie de couple. Et est-ce que tu fais des thérapies de couple? Oui, bien sûr. Oui. Et puis en fait, ce qu'il faut dire, c'est que en médiation, on n'est évidemment pas censé faire de thérapie. C'est clair. Enfin, j'ai la thérapie. Non, mais je vais. Médiation de couple. Oui, bien sûr. Comme ça. Mais je vais. Oui, enfin, il se trouve que dans le processus de la médiation, il y a un effet thérapeutique. Bien sûr. Mais on n'a pas de charge, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de, on revoit pas les personnes après. Souvent, ça se fait en une fois. Alors, dans un couple, il faut souvent plusieurs rencontres, mais sinon, dans une médiation, j'allais dire classique, on voit les personnes une fois, on les voit pas après. Même s'il y a eu un effet thérapeutique. Après, c'est pas le travail du médiateur. En revanche, on peut inciter une des personnes. Après, on peut lui dire, j'ai senti qu'il y avait un truc un peu difficile pour vous, et peut-être vous auriez intérêt à vous faire accompagner, quoi. Mais si je comprends bien, un conflit, tu le règles en une fois?
En une réunion? Alors, très souvent, effectivement, les médiations, mais ça peut durer, j'ai entendu un de tes invités là, qui disait qu'il travaillait sur l'interprétation des rêves, et Oui. qui disait, moi les séances peuvent durer 5 heures, moi j'ai une médiation qui a duré 9 heures Ah ouais. au Kosovo, Ouais. avec des jeunes, un groupe, hein, il y avait 17 personnes, des jeunes albanais, serbes, roms, ashkénis, gorani, Plus la traduction, etc. en plus. Alors non, je fais pas de traduction. Ils parlent la langue qu'ils veulent. On travaille sans traduction parce que la traduction, il y a un truc intéressant dans le processus thérapeutique, par exemple, Oui. quand il y a la traduction, parce que ça permet d'intérioriser, de faire le mouvement, etc. Mais dans un processus de conflit, il faut coller vraiment à ce qui se passe. Il faut être vraiment dans la seconde. La seconde d'après, c'est trop tard. Donc le médiateur, s'il attend et qu'il revient en arrière, il n'est pas dans le fil, dans ce qu'on appelle l'idiorhythme de la personne, et du coup il rate des choses, ou il va ramener des choses en arrière. La médiation, c'est un processus qui est très respectueux en fait du rythme des personnes, Ouais. qui n'est pas du tout intrusif, et donc on est un peu toujours sur le fil du rasoir, mais voilà. Donc tant pis s'il n'y a pas de traduction. Tu comprenais? Non, pas forcément, Non. mais en fait on comprend avec les émotions qu'on perçoit. Et j'ai eu l'occasion de présenter un travail dans un groupe de recherche justement sur ça, sur le fait qu'on peut percevoir, on peut comprendre une histoire simplement avec les microsignes, les macrosignes, et puis quelques mots. Moi j'ai un peu des rudiments de russe, donc voilà, et puis... Extraordinaire en tout Voilà. cas. Ça, c'est impressionnant parce que ça rejoint. Je dois dire que c'est cette médiation-là en particulier qui m'a décidé de me consacrer à la médiation. C'était vraiment pour moi Révélateur. une révélation, ouais, vraiment. Oui, c'est extraordinaire, mais ça revient vraiment au fait que l'émotion est une énergie pure. Oui. C'est une onde Oui, bien sûr. qui peut être une onde de choc aussi, Oui. qui est transmise par la personne. Et puis, on sait qu'il y a une synchronicité Ouais. entre les personnes qui se retrouvent dans la même pièce, où il y a une cohérence Ouais, cardiaque absolument. qui va se faire ou pas. Oui. Parce qu'il y a aussi des incohérences cardiaques et des incohérences émotionnelles qui sont là quand les émotions sont en conflit. Ouais. On est vraiment là-dedans. Ça me rappelle une expérience qui a été faite, je ne sais pas si tu l'as entendu, où on avait mis des personnes qui étaient séparées, Oui. mais qui étaient en accord entre elles, Oui. sauf quatre Oui. autour de la Oui. table avec des électrocardiogrammes, et Oui. les trois cœurs des trois personnes étaient ensemble, battaient en cohérence, Oui. et sauf l'autre Sauf personne qui n'était oui. pas en cohérence. Ouais. La même expérience a été faite entre un maître et son chien, Oui. où on les avait mis dans deux pièces séparées, on voyait les électrocardiogrammes des deux cœurs qui battaient à leur rythme, et dès qu'on les a mis dans la même pièce, Ouais. les deux cœurs se sont synchronisés. Ouais, Absolument, c'est extraordinaire. Ouais, extraordinaire. tout à Donc fait. on le voit sur les électrocardiogrammes en live. Ouais. Dès que le chien rentre dans la pièce, c'est son maître et il se met en accordance avec lui. C'était assez. D'ailleurs, juste pour la petite histoire, le mot chien en hébreu c'est kelev, comme kleb en arabe, mais qui veut dire lev, ça veut dire le cœur. Ah oui. Et en arabe aussi d'ailleurs, kleb c'est le cœur. C'est donc comme le cœur. Comme le cœur. Ah, c'est génial. donc c'est extraordinaire parce qu'il est très proche du cœur de l'homme. Ah, oui. Et à la fois, donc on fait des thérapies avec les animaux, les chats, et les chevaux aussi. Ouais. Les chevaux aussi, parce que le cheval et les dauphins. Les dauphins aussi, c'est ça. Ouais, les dauphins c'est plus difficile à avoir, mais en tout cas, voilà. Mais ça nous ramène à cette histoire-là que finalement, alors la question que je peux poser, c'est est-ce que tout est émotionnel? Est-ce que tout n'est qu'émotion dans un conflit? Alors, bon, je disais que ça peut être aussi des questions idéologiques, mais l'idéologie entraîne des émotions quand la personne en face n'est pas d'accord avec cette idéologie. Oui. Donc, en fait, les émotions sont la clé, je dirais. C'est ce qui m'a incité, moi, à aller voir un petit peu comment ça fonctionnait, en fait. Quel était le mécanisme qui faisait, le mécanisme de monter vers le conflit et éventuellement de passage à l'acte violent, quelle que soit la forme de violence, verbale, physique, morale, etc. Et en fait, parce que je voyais que les outils qu'on m'avait transmis, ça marchait, mais moi j'ai besoin de savoir pourquoi ça marche, comment ça marche. Et donc je suis allé voir, je suis tombé sur un livre qui m'a un peu étonné, qui était de Maurice Auroux, qui s'appelle L'ambiguïté humaine. C'est un homme qui était d'abord étiologue, qui découpait des tissus, notamment des cerveaux. Ensuite éthologue, il s'occupait des comportements et il a terminé sa carrière comme patron
du département de procréation assistée de Bicêtre, l'hôpital de Bicêtre. Il avait écrit ce livre, L'ambiguïté humaine. 10 ans après, il a sorti un autre livre qui s'appelle Masculin-féminin ou la guerre impossible. C'est obligatoirement la guerre, mais elle est impossible. Ben voilà. Donc il m'a mis sur la piste en fait de travaux de neurosciences. Moi, j'étais absolument ignorant de tout ça à l'époque. J'arrivais du monde de l'entreprise. Bon. Et du coup, je suis allé voir les travaux de Henri Laborie. Henri Laborie, qui déjà, en fait, il avait pratiquement tout dit en 71 dans son petit bouquin L'éloge de la fuite, et il a continué jusqu'en 81 avec un gros bouquin qui s'appelle L'inhibition de l'action, enfin, qui est un peu difficile à trouver. Et puis le film d'Alain Resnais, Mon oncle d'Amérique, où on voit son travail de laboratoire avec des rats de laboratoire, où on voit que un rat stressé, s'il n'a pas la possibilité d'échapper à la punition, un rat dans une cage, on fait passer un courant électrique, voilà. Et quand on met 2 rats ensemble, eh ben ils se battent. Donc c'est un petit peu l'image des enfants dans une cour de récréation ou des enfants à l'école, ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas s'échapper, et ben ils se battent. Ils sont stressés, ils se battent. Voilà. C'est ça. Et donc comment arriver à avoir des enfants et des adultes non stressés qui ne se battent pas? Parce que le conflit, c'est depuis la nature, la Genèse, hein. Oui, c'est ça, bien avec sûr, Abel et Caïn. Absolument. Donc c'est les 2 frères, et l'un qui tue l'autre. Parce que par jalousie, à nouveau, voilà, émotion, par incompréhension du fait que lui n'a pas été accepté comme il le pensait. En fait, il a perçu qu'il n'était pas accepté comme il le pensait. n'était pas accepté. Voilà. Mais en réalité, lorsqu'on analyse cette histoire, c'est que de toute façon, il n'aurait pas été accepté. Oui. Même sans son frère, il n'aurait pas été accepté. Oui. Et donc, mais lui, il a rejeté la responsabilité sur l'autre. Oui. Et c'est aussi quelque chose dans un conflit, on essaie toujours de rejeter la responsabilité sur les autres, et pas prendre ses responsabilités. Donc c'est toujours la faute de l'autre. Enfin, c'est-à-dire, c'est plus facile effectivement de trouver, c'est aussi le travail de René Girard sur le bouc émissaire, trouver un bouc émissaire. Mais en fait, je dirais que le travail qu'on fait en médiation, aboutit souvent en fait à la prise de conscience de chacune des parties que elle a sa responsabilité. C'est la phrase qu'on attribue à Sartre, mais en fait je pense que d'autres l'ont dit. Oui. Je suis pas responsable de ce qui m'arrive, mais je suis responsable de ce que j'en fais. Exactement. Donc voilà. Oui, je pense que c'est beaucoup plus vieux que ça. C'est beaucoup plus vieux, oui, tout à fait. Oui. Et voilà. Enfin, donc, et du coup, en fait, ces travaux qui existaient déjà en neurosciences sur la fuite, en fait, les trois réactions classiques qu'on peut dire même chronologiques. Les travaux de l'université McGill à Montréal sont intéressants là-dessus. Ils ont un très bon site qui s'appelle lecerveau.mcgill.ca. Ils expliquent assez bien que lorsque je suis confronté à un danger, si je peux fuir et que la fuite est efficace, je retrouve l'homéostasie, mon calme, etc. Si je peux pas fuir, je vais lutter. Si la lutte est efficace, retour à l'homéostasie. Si elle n'est pas efficace, je vais m'inhiber. Et si l'inhibition se poursuit trop longtemps, je vais développer des pathologies psychosomatiques. C'est ça. C'est aujourd'hui la théorie polyvagale. Entre autres, Stephen Porges, tout à fait. Je me suis spécialisé là-dedans, dans cette théorie-là, justement, des 3 états, ventraux, sympathiques et dorsaux, et puis comment le nerf vague va influer sur les émotions. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, je dirais que c'est, pour compléter, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été mis au jour jusqu'à présent dans les travaux en neurosciences, c'est-à-dire que qui n'est pas utilisé en fait par les gens qui utilisent les neurosciences, c'est que dans le processus d'accompagnement, que ce soit dans une médiation ou dans un travail de coaching ou de psychothérapie, en fait, on ne tient pas compte, alors on connaît la boucle phonologique, mais on ne tient pas compte de l'empamnésique. En fait, on a, et ça c'est un travail d'un chercheur français qui a inventé la lecture rapide, François Richaudot, dans les années 60 au CNRS de Lille. Donc c'est pas d'hier. Et François Richaudot, il a observé en fait que les mouvements des yeux sur une feuille de papier qu'il lisait ne se déplaçaient pas de façon linéaire, régulière, mais faisaient un point de fixation à un endroit, et puis il faisait un bond et un deuxième point de fixation. Et la somme des caractères captés dans ces 2 points de fixation
s'appelle l'empan mnésique et ça correspond en fait à la capacité, à la quantité d'informations que nos aires associatives sont capables de traiter pendant une durée qui s'appelle la boucle phonologique. Et cette quantité d'informations, elle est de 2 à 7 secondes d'informations qu'on peut traiter pendant 7 à 21 secondes. Et c'est pareil pour tout le monde. Iota près. Il se trouve qu'en situation de stress, on peut capter 2 secondes et les traiter pendant 7 secondes, pas plus. Donc si la personne, si l'aidant, qu'il soit coach, thérapeute, médiateur, etc., intervient, fait des interventions qui dépassent 2 secondes, il est cuit. C'est-à-dire qu'il ne va pas vraiment aider la personne parce qu'il va l'obliger à traiter l'empan mnésique suivant et donc à passer par le mental. Et le mental, il est très fort pour fabriquer des bonnes raisons, pour être en conflit, pour être comme ça, pour ne pas pouvoir changer, pour etc., etc. Donc tout le travail en fait du médiateur ou du coach ou du thérapeute, ça va être d'essayer d'accompagner la personne avec des interventions extrêmement brèves. Des micro-interventions. Des micro-interventions. Donc, voilà. Comment ça se passe? Exemple, par exemple. Exemple, je sais pas, je sens que je te sens étonné, je vais te dire simplement, je te sens étonné. Point. Je vais pas dire, je te sens étonné parce que, etc. Ou je vais pas dire à quelqu'un, je vous sens en colère parce que l'autre vous a fait ceci ou cela. Je vais dire simplement, je vous sens en colère, ou je sens de la colère, ou je sens de la honte, ou je sens, etc. Ouais. Mais toujours avec un petit ton un peu interrogatif, ou alors en me mettant sur le registre vocal, en fait, de la personne. Si elle est en colère, je vais dire, je vous sens en colère. Et il va me dire, mais non, je suis pas en colère, je suis juste un peu énervé. Non, c'est bon, ça me va. C'est-à-dire que la personne a pu choisir les mots qui lui convenaient, et j'insiste pas, je vais pas lui dire, bah, si, je vois bien que vous êtes en colère. Tout cela pour qu'il exprime son émotion, alors voilà, pas sortir. En fait, le processus après, et c'est très bien décrit ensuite dans les littératures scientifiques, je pourrais en parler, le processus après, c'est que la personne va pouvoir mettre des mots, et en fait, c'est le travail aussi de Paul Ricoeur, le philosophe. Ricoeur, dans son dernier livre, avant de mourir malheureusement, son dernier livre s'appelle Parcours de la reconnaissance, 3 études. Et en gros, les études, c'est exactement les 3 étapes de la médiation. C'est j'ai besoin que quelqu'un perçoive ce qui se passe en moi, première étape, c'est le médiateur. C'est les Chorultes dans la tragédie grecque. Oui. Pour en prendre conscience à mon tour, c'est-à-dire pour que ça vienne au logos, la pensée et la parole, et alors, mais alors seulement, je pourrais entendre l'autre, je pourrais comprendre l'autre. C'est exactement le processus de la médiation. C'est-à-dire que quand chacun des médiants s'est senti suffisamment entendu et reconnu dans ce qu'ils vivent par les médiateurs, moi je travaille toujours en co-médiation, alors ils peuvent commencer à entendre l'autre. Et du coup, après le médiateur peut se retirer, ils vont pouvoir travailler ensemble et puis trouver une solution parce qu'il n'y a plus de conflit, c'est devenu un problème à résoudre. Et à ce moment-là, toutes les méthodes de résolution de problèmes marchent bien. C'est ça, donc tu convertis le conflit en problème. En différent. En différent. D'ailleurs, l'expression américaine ou anglaise de méthode alternative de résolution de conflit, ADR, Alternative Dispute Resolution, en fait a été très mal traduit en français, parce que dispute en anglais, ça ne veut pas dire conflit, ça veut dire différent, ça veut dire désaccord. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au Canada, ils ont lancé l'expression MARDS, méthode alternative de résolution de différends. C'est pas des conflits. Voilà. C'est ça. C'est passionnant, en tout cas. Et on va être d'accord pour prendre une petite pause musicale à présent, avec l'aide de Philippe, notre technicien. À nouveau, dans notre émission, je prends ma vie en main grâce à l'hypnose au coaching avec Thierry Dudreuil. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, Chami. Et de cette émission passionnante sur les conflits. Alors peut-être que dans cette deuxième partie, on peut parler de l'origine du conflit chez la personne. Pourquoi est-ce qu'une personne va rentrer plus, elle, en conflit avec une autre ou avec une autre partie qu'une autre? Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont pacifiques, qui sont plus pacifiques et qui ne sont jamais en conflit avec personne. Pourtant, ils vivent les mêmes situations de vie. Et il y en a d'autres qui sont toujours à faire des histoires, comme on dit. Donc peut-être que quand ils font des histoires, ils ont leur propre histoire de vie qui implique, avec des schémas conscients et inconscients, qu'ils soient comme cela, où ils ont été préprogrammés pour monter au créneau, toujours, et aller au conflit. Est-ce que, alors évidemment on peut remonter loin dans l'enfance, et c'est intéressant
d'avoir ton opinion là-dessus. Personnellement, quand je reçois quelqu'un, surtout les enfants, je demande déjà à la conception de la personne, est-ce que cet enfant était désiré ou pas, et puis la grossesse, comment elle s'est passée, et puis en fait, et la petite enfance. Les gens ont tendance à baser un peu toute cette époque-là parce qu'ils se souviennent pas. Et cette période, ils se souviennent. Comment est-ce que toi tu remontes à ça, ou est-ce que tu utilises ce genre de Oui, processus? bien sûr. Moi, je travaille aussi sur l'enfant intérieur. Enfin, oui, c'est ça, tout à fait. Alors, je vais dire que, en tant que médiateur, je préfère des gens qui n'ont pas de difficulté à exprimer leur colère ou leurs émotions, etc. Oui. En tant que thérapeute, je suis plus inquiet par ceux qui n'arrivent pas à l'exprimer. Parce que dans ce que tu as dit il y a des personnes qui ne sont jamais en conflit. C'est peut-être que ça peut être des personnes qui effectivement ne sont jamais en conflit. J'ai mon associé à Paris, il n'est pas du tout en conflit, et puis tout va très bien pour lui, et tant mieux. Mais par contre, il y a des personnes qui étouffent et qui n'arrivent pas à exprimer justement, et qui du coup vont développer probablement des pathologies psychosomatiques. Absolument. Ouais. Voilà. Donc, je crois que l'enfant qui au fond de la classe ne dit rien, se cache, on n'interroge jamais, etc., il m'inquiète plus que celui qui met le bazar. Ouais. Alors pour l'enseignant, c'est moins drôle, c'est sûr. Mais, bien sûr. Voilà. Donc, comment est-ce que... alors, je dirais, évidemment, tu l'as dit, tu l'as bien expliqué, il y a notre histoire de vie qui fait que, et on retrouve le travail des philosophes aussi, Emmanuel Kant qui dit notre Lebenserfahrung, notre expérience de vie, nous constitue une représentation du monde, c'est le travail de Hegel sur la Weltanschauung, une représentation du monde qui fait qu'on voit le monde plus ou moins menaçant, plus ou moins bienveillant, et du coup, dans des situations qui évoquent des choses déjà connues, on va monter au créneau ou au contraire s'inhiber. C'est les trois réactions classiques. Oui, tout à fait. Fuir, combat, lutter ou s'inhiber. Ou paralysie. C'est ça. Alors après, je crois qu'il y a des éléments supplémentaires parce que certains travaillent sur le transgénérationnel aussi, des choses qui nous sont transmises. Bon, ça m'intéresse. Oui. Je regarde, j'observe, j'écoute, etc. Après, je n'ai pas les moyens de vérifier, puis j'ai tendance à vouloir toucher. Voilà. Je crois qu'il y a des travaux qui m'intéressent beaucoup d'un Canadien qui s'appelle Benoît Poisson, qui a en fait rassemblé l'ensemble des travaux qui avaient été faits par Welker et Patton, Parazzini, Ledoux, Tassin, etc. Pas de Vannes, malheureusement, il ne le connaissait pas, mais voilà, un certain nombre de chercheurs sur la constitution, la mise en place des faisceaux neuronaux et leur hormonisation. Et en gros, il dit, jusqu'à présent, toutes les recherches auxquelles s'intéressent, qui sont financées par les labos. Et les labos, ce qui les intéresse, c'est de faire des molécules pour pouvoir gérer les hormones du cerveau. Donc, en gros, notre système corporel fonctionne avec 7 hormones, dont 4 sont impliquées directement dans l'humeur. Et on peut les citer. Oui, on peut les citer. La dopamine, la sérotonine, le GABA, très important, qu'on ne connaît pas beaucoup, et puis l'acétylcholine. Oui, et puis il y a aussi... Bon, il y a le glutamate, il y a l'adrénaline, la noradrénaline, etc. Mais voilà. En gros, tout notre organisme fonctionne avec 7 hormones. Ouais. Donc on pourrait se dire, bon, l'équation, c'est une équation assez inconnue, bon, ça se résout, les ordinateurs peuvent travailler dessus. Oui, sauf qu'on oublie quelque chose, c'est que ces hormones, elles circulent sur des circuits, des faisceaux de neurones, qui sont connectés entre eux par des dendrites. Les neurones, c'est une petite... je ne sais pas si c'est utile d'expliquer, c'est une goutte d'eau avec des petits bras qu'on appelle les axones. Puis de temps en temps, il y a 2 axones qui se rejoignent, de 2 neurones différents. À l'endroit, donc ça devient des dendrites. Et à l'endroit où elles se touchent pas vraiment, c'est des synapses. Et là, elles échangent des neurotransmetteurs, donc des hormones, et des influx électriques. Et en fait, ces dendrites sont entourés par une gaine de myéline. C'est ça, les corps blancs, c'est ça. Les neurones, c'est les corps gris, et la myéline, c'est les corps blancs. Quand on regarde un cerveau, il y a du blanc, du gris. Et ces dendrites, cette gaine de Schwann, elle peut avoir eu des problèmes dans sa constitution et sa mise en place. Elle peut être défectueuse. C'est un peu comme si
quand on parle de trafic routier, on s'intéressait qu'aux voitures, à leur état, leur vitesse, le nombre de voitures à l'heure, etc., et pas du tout à l'état des routes. Ouais. C'est absurde. Donc, ce chercheur, il a essayé de comprendre comment est-ce qu'on pouvait percevoir l'état sans ouvrir la tête du bonhomme, parce que ça poserait des problèmes. Comment est-ce qu'on pouvait essayer de percevoir l'état des réseaux neurohormonaux, des réseaux neuronaux. Et en fait, il a rassemblé les travaux, ça s'appelle la perspective biopsychologique du comportement. Il a rassemblé les travaux de tous ces chercheurs qui avaient identifié les différents circuits et qui avaient indiqué à quel âge du développement humain il se développait et il s'hormonisait. Et on a trouvé des grandes périodes en fait d'hormonisation. La grande période, à part dans la vie intra-utérine, c'est les 3 premières années de la vie, avec une particularité chez l'être humain, c'est que il va développer en premier un circuit qui n'est pas le circuit habituellement développé chez les animaux. Pour une raison très simple, c'est que le petit homme, il est prématuré à 9 mois. Parce qu'il est incapable, quelques heures après la naissance, de se mettre debout et d'aller chercher le sein maternel. Oui, il n'est pas prématuré, mais c'est comme ça qu'il doit, voilà. C'est comme ça qu'il doit évoluer, parce que justement, c'est un homme. Effectivement. Un pivot, il a juste que son cerveau va pas beaucoup évoluer. La discussion est très intéressante. On peut aller sur une discussion philosophique. Mais c'est tout son but, c'est ça. Absolument. Et du coup, qu'est-ce qu'il va développer en premier? Au lieu de développer la sensitivité, il va développer l'instinctivité. Et ça a eu des conséquences très importantes, c'est que son seul moyen de manifester qu'il est en danger, qu'il a froid, qu'il a soif, qu'il a chaud, etc., qu'il a besoin d'être changé, c'est de pleurer ou de crier. Oui. Et du coup, la réaction des parents par rapport à ça, si on laisse pleurer, crier, s'époumoner pendant trop longtemps, on va avoir quelqu'un qui soit, alors en tout cas, on peut considérer qu'on programme soit des personnes qui vont être inhibées parce que ça sert à rien, je me laisse mourir, ou des personnes qui vont au contraire devenir des gueulards, quoi. Ouais. Alors, avec évidemment le patrimoine génétique qui est là, etc. Aujourd'hui, pendant longtemps, il y a eu un débat en fait entre les nature et culture. Bon, je crois qu'il est juste de rajouter ce que font les anglo-saxons, de parler de nurture. C'est-à-dire, la nature, c'est ce avec quoi j'arrive, la culture, c'est l'environnement dans lequel je vis, et nurture, c'est ce qui m'arrive à moi et à moi seul. Je suis tombé de vélo quand j'avais 10 ans, un chien m'a mordu quand j'avais 7 ans, etc. C'est des expériences singulières de vie. Il y a aussi la tendance, qui est différente de la nature. Oui, il y a des tendances dans l'enfant qui sont déjà intra-utérines. Et ils ont une tendance à la générosité ou à l'égoïsme. C'est pas leur nature encore. Mais ça, je ne sais pas le mesurer. Oui. Voilà. Dans le patrimoine génétique, on commence à pouvoir mesurer. On fait des gorges chaudes. En fait, on ne sait pas grand-chose. Pourquoi je reviens sur ce que tu as dit entre ces 0 et 3 ans. Oui. Un peu la dispute entre est-ce qu'on va laisser crier un bébé et pleurer pour ne pas le pourrir et le gâter, qu'à peine il crie, on va satisfaire son besoin ou pas. Alors, pour le moment, je crois que, pour moi, personnellement, il n'y a pas de débat. Il faut répondre à la demande de l'enfant parce que s'il manifeste, c'est qu'il a besoin de quelque chose. Après, ça va changer. C'est-à-dire que pendant les 3 premiers mois, c'est les mois où l'enfant en fait ouvre très peu les yeux. Les cellules oculaires ophtalmiques sont pas encore bien en place. Il voit pas grand-chose. Il voit des couleurs, des formes, mais pas grand-chose. Et c'est vraiment la période où il développe son circuit de l'instinctivité. C'est-à-dire, c'est toute cette partie ce bourgeonnement qui est en haut du tronc cérébral, du mésencéphale, avec l'amygdale ou le noyau amygdalien, les amygdales, parce qu'il y en a une dans chaque hémisphère. L'hypothalamus aussi. Voilà, mais l'hypothalamus c'est encore après, on va venir. Okay. Et cette amygdale, son rôle exclusif, c'est de déterminer avec les informations les 5 sens sont captés par nos afférences sensorielles, la peau, le nez, les oreilles, etc. Et 4 de ces informations sont envoyées à l'hypothalamus, et les noyaux relais du thalamus les transmettent au noyau amygdalien, qui lui reçoit directement l'odorat.
L'odorat, c'est le premier des sens dans la nature qui met en contact avec la présence d'un prédateur pour une proie. Et le noyau amygdalien va immédiatement réagir et déterminer soit la fuite, la lutte ou l'inhibition. Et il va envoyer l'ordre d'exécution au cervelet qui lui est chargé de l'action, du mouvement. Ouais. Et on peut voir qu'il y a d'ailleurs des interférences qui peuvent intervenir pour les fumeurs de hashish, par exemple, où ils vont avoir à ce moment-là, ils peuvent avoir un largage brutal de THC, tétrahydrocannabinol, qui fait qu'ils ne vont pas réagir. Ça va interrompre la connexion avec le cervelet, ils ne réagiront pas. Un freinage d'urgence nécessaire dans une situation sur la route, ils ne vont pas freiner. Ils sont persuadés d'avoir freiné, il n'y a pas de trace de frein, voilà. Bon. Mais en gros, ce noyau amygdalien, son job, c'est de nous protéger. Ouais. Et le cerveau trouve toujours la bonne solution pour nous protéger, sauf qu'il la trouve en fonction de ce qu'il connaît déjà. De son programme. De son programme et puis ensuite de son expérience de vie. Ce qu'il a emmagasiné comme expérience, ça sert à rien de crier ou de pleurer, ou au contraire, c'est super, on m'apporte tout de suite, on me répond tout de suite, voilà. Et donc, il va être plus ou moins sensible en fonction de ça. Après, au bout de 3 mois, le deuxième circuit qui va se mettre en place, c'est le circuit de la sensitivité. C'est-à-dire c'est le moment où l'enfant va commencer d'abord à ouvrir les yeux, à avoir un rapport avec le monde qui est différent. C'est pas seulement une bouche, un ventre. Il va avoir un rapport avec le monde. Et à ce moment-là, c'est le circuit qui peut générer aussi du stress. C'est-à-dire qu'il peut avoir peur parce qu'il entend un bruit, il voit quelque chose, ou voilà, un monsieur barbu, par exemple, ou quelqu'un qui a par exemple, ou voilà, enfin quelque chose qui lui fait peur, et du coup, il va emmagasiner ça. De 3 à 7 mois, c'est ce circuit de la sensitivité. De 7 mois à 15 mois, ça va être le circuit de la cognitivité, parce que c'est le moment où il commence à cavaler à 4 pattes par terre, il va toucher à tout, il fait tomber les bibelots, enfin voilà, il commence à découvrir, et c'est le circuit aussi de l'envie, hein, l'envie de découvrir le monde. À partir de 15 mois, de 15 à 24 mois à peu près, alors c'est toujours des approximations, de 15 à 24 mois, le circuit qui va se mettre en place, c'est un circuit de l'émotion, véritablement. C'est-à-dire que c'est le circuit de l'empathie, parce que il va découvrir la tristesse. Il va découvrir que il faut moucher son nez, dire bonjour à la dame, dire merci s'il te plaît, etc. Et qu'on fait pas tout ce qu'on veut, donc on prend pas un bonbon juste avant de manger, etc., etc. Donc il va découvrir la frustration et les rudiments d'éducation qu'on essaye tant bien que mal de lui donner. Et puis c'est seulement à partir de 24 mois, jusqu'à 36 mois à peu près, que le circuit qui va s'hormoniser, continuer à se mettre en place et s'hormoniser, c'est le circuit de la conscience de soi. Et donc ces 5 circuits vont ensuite intervenir dans la constitution du style de personnalité, des traits de personnalité. Ce qu'on appelle les traits en psychologie, c'est des caractéristiques marquantes, c'est des trucs un peu exagérés, quoi, des traits. Et puis éventuellement des traits pathologiques, enfin des traits cliniques, quoi. Voilà. Et donc ce chercheur, le travail de chercheur qu'on a fait venir en France et en France, au Luxembourg, l'an prochain on le fait venir en Suisse, le travail de chercheur a consisté à rassembler ces informations et à mettre au point un questionnaire pour déterminer un style de personnalité. Donc il sort une quinzaine de personnalités, on a passé beaucoup de temps à trouver des critères, une quinzaine de personnalités, pour ensuite voir comment on pouvait agir avec chacune des personnes. Donc c'est un test qui est très intéressant en termes pour les parents, qui est très intéressant pour des recrutements, pour des constitutions d'équipes en entreprise, parce qu'on ne peut pas mettre par exemple deux talentueux dans une même équipe, ou bien 2 disciplinés et puis pas de talentueux. Voilà, ça marche pas. Oui, et puis il y a des gens qui sont effectivement des styles de personnalité qui sont plus susceptibles de faire un burn-out. C'est ça. Et donc, en effet, on a déjà une préprogrammation depuis notre toute petite enfance, ou avant, et qui va amener une prédisposition ou une disposition à rentrer en conflit plus facilement que d'autres. Et comment est-ce que, dans la médiation elle-même, est-ce que ceci est traité aussi ou pas? Oui. Alors, d'abord, on ne fait pas de test, on ne fait pas faire de tests aux gens pour savoir quel style de personnalité ils ont. Oui, bien sûr.
Je dirais que une des clés du processus de médiation pour le médiateur, c'est de changer de sujet. C'est-à-dire, en gros, dans un processus, on va parler évidemment de ce qui oppose les personnes, mais on va saisir toutes les occasions pour leur faire évoquer des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet. Simplement parce que, par exemple, dans un conflit de couple, comment vous vous êtes rencontrés au fait voilà, on va leur faire évoquer des souvenirs qui peuvent être assez différents de leur crise actuelle. Ou bien, vous avez des enfants, combien, comment ils s'appellent, enfin, etc. Alors c'est un gadget, j'allais dire, mais en fait c'est ce qui permet de prendre une bouffée d'air dans un truc qui est assez lourd, et puis surtout d'évoquer des émotions différentes. Positives. Ouais, positives ou en tout cas... Ou différentes pour changer l'atmosphère de la réunion. Changer l'atmosphère et puis faire prendre conscience de choses différentes. Par exemple, on m'appelle de Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a une grande association française qui a plus de 150 000 adhérents qui débarque en Nouvelle-Calédonie en disant les conflits interpersonnels, ça n'existe pas, il n'y a que des conflits interethniques. Et ils ont fait de la propagande, ils ont envoyé des tracts diffusés partout, etc. Alors tu dis, et les médiateurs calédoniens que j'ai formés m'appellent en disant mais au secours, on fait quoi? Alors je dis c'est vrai qu'un conflit interethnique c'est insoluble par essence, per se, parce que je n'appartiendrai jamais à ton groupe et tu n'appartiendras jamais au mien, point. Mais en revanche, si on considère que c'est un conflit de loyauté, ma loyauté à l'égard de mon groupe d'appartenance, ta loyauté à l'égard de ton groupe d'appartenance, c'est tout à fait légitime. Et du coup, le travail des médiateurs, alors sans préjuger de cette sortie-là, parce que ça peut être tout à fait autre chose, ça va être d'accompagner les personnes dans leur questionnement intérieur, individuel, chacun de son côté, et simultané, pour comprendre les ressorts en fait, quelles sont les valeurs qui sont à l'œuvre dans cette opposition, dans ce conflit. Et petit à petit, s'ils découvrent que c'est parfaitement légitime d'être loyal à son groupe, ils n'ont pas de raison de se taper dessus. Tout à fait. Donc ils peuvent être en désaccord légitime. C'est le honest disagreement des anglo-saxons. Bien sûr. Voilà. Extraordinaire. Est-ce qu'il y a des conflits? Alors je vous ai deux questions. Un conflit où tu as été très très fier de le résoudre et un autre où tu as malheureusement échoué. Alors moi j'ai jamais résolu de conflit, c'est les personnes qui résolvent leurs conflits. Tu as été là pour, pour les accompagner dans cette résolution, en tout cas. J'allais dire que oui, il y a une situation particulière où avec des jeunes du Kosovo, où j'avais 17 personnes dans la salle et à un moment la situation m'a échappé complètement, c'est-à-dire que échappé complètement, les gens se sont levés, ils étaient prêts à se battre, etc. Donc moi j'avais une co-formatrice avec moi qui était là pour apprendre comment on faisait, et puis elle était albanaise, elle avait suivi diverses formations, etc. Donc elle était très très brillante. Et là, elle a poussé un hurlement de douleur, et donc je me suis retrouvé tout seul. Et donc, là, je savais qu'il fallait que je prenne la parole, je ne sais pas ce que je dirais, et j'ai pris la parole. En plus, le travail de médiation avait vite, on commençait en anglais, mais leur maîtrise de l'anglais était assez rudimentaire pour certains, donc ça s'est poursuivi en albanais, en serbe, en turc, etc. Et moi, évidemment, je ne parle pas albanais, serbe, turc, j'ai des rudiments de l'un ou de l'autre, mais voilà. Et donc, je ne peux à ce moment-là me fier que à ce que je crois percevoir, sans jamais en être sûr, des émotions que je peux lire sur les visages, les comportements. Bon, quand tout le monde est debout, prêt à se battre, c'est facile à voir. Et donc, j'ai parlé, et les gens se sont rassis. Et puis on a recommencé, et au moment où ensuite on a fait un débriefing, parce que c'était important en fait de débriefer quand la médiation était terminée, on a fait un débriefing et là c'est reparti. Le conflit est reparti avec une psychologue d'ailleurs, une psychologue qui a poussé un hurlement en disant mais ça suffit, vous entendre vous plaindre, etc. Nous regardez, alors elle était originaire du Kosovo, elle avait dû fuir, en fait, etc. Une Serbe, elle avait dû fuir parce que les massacres, ça a quand même été beaucoup les Serbes qui ont été massacrés. Bref, donc ça a repris, ça a duré 9 heures l'histoire, avec la pause déjeuner entre temps, puis la pause dîner, et le soir, ils étaient sur la plage au Monténégro, sur la plage à faire griller des crevettes et se baigner en chantant des chansons serbes, certains n'ayant pas parlé serbe depuis 5 ans.
Magnifique. Alors, l'histoire, parce que peut-être elle est intéressante, c'est que il y avait un jeune Albanais qui reprochait à un jeune issu de parents albanais et turcs d'être responsable de la mort de 13 membres de sa famille parce qu'il avait été engagé dans l'armée serbe et ils étaient amis. Ouais. Et voilà. Et donc, alors, en fait, il a suffi pendant 9 heures que ce garçon réalise que l'autre, depuis la fin de la guerre, était absolument exclu de tous les groupes dans son truc, et donc il était comme un mort-vivant, en fait. Donc voilà, c'est cette compréhension par petites touches qui se fait petit à petit, qui fait que voilà, le conflit s'apaise. Magnifique. Thierry, je vais devoir te réinviter parce que nous arrivons bientôt à la fin de l'émission, très très passionnante. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce que tu peux peut-être dire où est-ce que on peut te trouver si on a besoin de te contacter, voilà. Mais alors effectivement, moi je m'intéresse aux conflits en général, mais pas seulement les conflits entre les personnes, mais aussi les conflits intérieurs, parce qu'en fait, comme tu l'avais remarqué, quand deux personnes sont en conflit, c'est souvent qu'il y a un conflit intérieur chez l'une et chez l'autre d'abord, une difficulté, une tension, un blocage, quelque chose qui fait que ça va se manifester par une opposition avec un tiers. Donc j'interviens à la fois en médiation, et là il y a un site qui s'appelle Euromédiation, il n'est jamais à jour, enfin voilà. Non mais on a ton contact. Euromédiation, et puis sinon en thérapie, en coaching, il y a un site qui s'appelle neuro-quantum.com. Euromédiation.com et neuroquantum.com. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à cette émission. Merci à toi, Chemi. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent réécouter cette émission sur ma chaîne YouTube en tapant juste mon nom ou Lève Hypnose. Et puis également, nous sommes présents tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois. Ils peuvent prendre rendez-vous également avec moi sur Doctolib à Enghien-les-Bains au Paris. Et je remercie Philippe, bien entendu, à la technique, comme d'habitude. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.